Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Carburetors, man. That's what life is all about. Dans cet épisode-ci de Critique en Cinémascope, je vais vous parler d'un sujet qui diffère un tout petit peu de ceux que j'ai l'habitude d'essayer d'esquisser à travers ces incroyables vidéos monochromes. Donc l'idée est très simple ici, c'est que je vous fais une sélection de films qui sont intéressants ou d'émissions qui sont intéressantes et qui ont peut-être même une qualité historique ou esthétique évidente que l'on pourrait avoir plaisir à avoir dans sa vie. Or ici, je vais vous parler d'un film qui est certes un film mineur de la filmographie, j'ai du mal avec le mot filmographie, je sais pas pourquoi, de John Carpenter, et que c'est un film qui est raté, qui n'est pas réellement intéressant, et cependant, il peut nous apprendre des choses sur ce que la structure d'un film qui n'est pas caduque devrait comporter. C'est de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Alors j'aurais probablement pu le mentionner dans la vidéo d'introduction, cette incroyable vidéo d'introduction à une introduction en vidéo, mais cependant, vous le savez certainement, c'est un peu la magie de l'internet. Vous avez cliqué sur une vignette où il y avait Kurt Russell, il y avait marqué Escape from LA, et c'est étrange, c'est de ça dont la vidéo va parler. Donc, il est évidemment question de Los Angeles 2013, tel qu'on l'appelle dans les zones françaises, c'est un film de Jean Charpentier que la plupart des gens sur le reste de la planète appellent Escape from LA. Je n'avais pas prévu tous ces incroyables effets rhymatiques, mais je sais ici cependant que ce n'est pas dramatique, car nous sommes dans un épisode de Critique en Cinémascope, je vous le rappelle, et qu'il est évident qu'on va parler donc de cinéma. Alors c'est un film dont on peut dire que c'est la suite d'un classique de la filmographie de John Carpenter. Il est donc évidemment question de Escape from New York, un film qui est sorti en 1981, qui avait un minuscule budget. Ici on a la version 96 de la chose, ou 1996, et qu'on se retrouve avec un budget gigantesque de 50 millions de dollars. C'est d'ailleurs bel et bien une production qui est réalisée par le même genre. Vous avez un film de John Carpenter, il est produit par Debra Hill et Kurt Russell, pour Aisha Entertainment, c'est distribué par la Paramount Pictures en 96, et c'est un scénario de John Carpenter, Debra Hill et Kurt Russell qui tourne sous le capot de cet étrange bolide, disons simplement ça comme ça. Alors, il est évident qu'ils avaient pensé à faire une suite, parce que vous savez, c'est un film qui avait été réalisé à bas budget, qui avait fait des gains, et qu'ils se sont dit, dès 86, que le scénario qu'on avait produit pour faire tout ceci n'était pas nécessairement assez bon pour qu'ils s'y attaquent, et qu'on est maintenant 10 ans plus tard, si ça c'est pas étrange, avec un film dont on peut dire qu'il est raté. Je dis ça avec une grande sympathie pour la carrière de Carpenter. Voyez-vous, je l'ai vu en live, et certainement, on peut considérer que c'est avant dans l'ordre, dans la folie, In the Mouth of Madness. Je viens de me souvenir du nom américain, c'était pas arrivé dans la précédente version de cette vidéo, et de l'autre côté vous avez Vampires, vous avez un film avec Sam Neill, et l'autre c'est un film avec James Woods, et les deux sont particulièrement réussis. Est-ce que vous avez lu Sutter Kane? Vous lui demanda-t-il soudain à son public qui ne sait pas de quoi il est question. Cependant voilà, on se retrouve ici dans une situation où le film n'est pas réussi, et ce n'est pas la faute des acteurs. Les acteurs essayent très fort, même dans le cas de Kurt Russell, il a fait des efforts pour son corps par le sport, et quand on y réfléchit posément, reprendre le rôle qui vous a rendu célèbre 15 ans plus tard, si ça c'est pas déjà un truc casse-gueule, mais quand on a 45 ans, c'est assez évident, ce n'est pas aisé de rentrer dans la chisquette en cuir qu'on avait il y a près de 15 ans. La preuve, il y arrive. That's Snake Plissken? What'd you expect? I don't know, he just looks so retro. Kind of 20th century. Good old days. Let's get going. Donc ça, c'est le début du film, c'est un badass motherfucker américain, vous le connaissez certainement. Il est fort, mais il est petit, et il a l'incroyable capacité d'être un homme qui parle comme ça, avec une voix grave, parce qu'il fume beaucoup de Marlboro et des choses comme ça, et qu'il a une incroyable facilité dans ce domaine. Cependant, voilà, on est dans le futur, il y a un même prétexte qui est celui, dans Escape from New York, on avait coupé l'île de Manhattan pour en faire une zone pénitentiaire, non pas une zone pénitentiaire, ça ne veut pas dire la même chose, et qu'ici, on a fait
plus ou moins la même chose, malheureusement j'ai dû dire même chose 2 fois, oh non merde 3 fois, et qu'on se retrouve dans une situation où soudain la côte ouest des États-Unis s'est de solidariser du reste, parce que le président qui est un méchant mec super religieux, hein, voyez-vous, il a utilisé des bombes et des missiles pour dire que décidément sa prophétie qu'il se laisse passer quelque chose pour les méchants sodomites et les gomorréens qui se trouvaient sur la côte ouest, bah voilà, et que ça finit par faire une presqu'île, certains diraient même plutôt un archipel, où il y a une petite île que décidément c'est la côte ouest, que c'est Los Angeles en quelque sorte, et la zone, je ne sais jamais si c'est en Californie ou en Floride, c'est ça que j'essaie d'éviter d'admettre face à l'internet, mais je l'ai admis là maintenant, parce que pourquoi ne pas admettre qu'on n'est pas doué en géographie américaine, je veux dire, je sais reconnaître le Texas, mais c'est parce qu'il a une forme très distinctive, et toujours est-il que voilà, on est dans une situation où si vous êtes du genre les hommes qui aiment embrasser les hommes, les femmes qui aiment embrasser les femmes. Vous pensez que vous êtes de gauche et vous le pensez. Ou que vous êtes genre quelqu'un que la politique n'aime pas, et ben vous pouvez finir sur cette île qui est celle de Los Angeles, et que voilà, elle sert un peu aussi à filtrer les comment on appelle ça? Les migrants, les immigrés, les choses comme ça. Un peu comme Guantanamo Bay, ça sert aussi de zone où on peut arriver à mettre les gens dans un espèce de no man's land législatif où les gens n'ont pas de droit et tout ça, et c'est la loi du plus fort, et vous vous rendez compte que c'est plus ou moins le même scénario qu'Escape from New York, on est d'accord, ok, super. Alors c'est un film avec Kurt Russell a la particularité, c'est évident, de ne pas être Dennis Quaid, de ne pas être Patrick Swayze. Cependant, ces 3 personnes ont partagé une seule incroyable carrière dans le domaine du cinéma qui aurait bien mieux été utilisée afin de faire de Kurt Russell une superstar. Parce que quand vous voyez Roadhouse, vous dites quand même, ce serait probablement mieux avec Kurt Russell, je veux dire, c'est un peu le modèle supérieur de Dennis Quaid, de Patrick Swayze. Vous regardez Dreamscape avec Dennis Quaid, justement, vous dites, ah, mais si seulement il s'était payé Kurt Russell, il n'aurait pas, genre, une éponge alcoolique avec des problèmes de drogue dans le premier rôle, et que, voilà, quand on est un acteur formé à l'école Disney, c'est-à-dire qu'on sait arriver à l'heure en état de tournée, qu'on a appris ses dialogues et qu'on a fait des efforts pour son corps par le sport pour être capable d'avoir la physicalité nécessaire à incarner un personnage aussi symptomatique et symbolique même de l'histoire hollywoodienne que Snake Plissken, et que voilà, bah vous vous dites quand même que Kurt Russell était un meilleur pari pour tous ces films-là. C'est triste qu'il ait eu une si petite filmographie. J'ai du mal à faire la différence entre cinématographie et filmographie, mais c'est principalement parce qu'il est genre 2h30 du matin que je suis très fatigué. Donc la question qui se pose ici, c'est un film, vous avez certainement compris, qui était réalisé par les mêmes gens pour un budget qui est beaucoup plus intéressant, et que c'est probablement l'un des seuls films où Kurt Russell a essayé d'apporter des idées au scénario. Alors ces idées pour le scénario, c'était probablement les meilleures du film malheureusement, et qu'il a été un peu comme qu'il dirait échaudé de tout ceci pour participer à un film qui avait un budget de 50 millions de dollars, qui n'en a pas rapporté la moitié, et qui a probablement certains des meilleurs effets 3D de l'époque, c'est-à-dire qu'il a quelques-uns des pires effets 3D de l'époque. Cela ressemble à ceci. Et vous dites, mais ça, c'est de la très mauvaise 3D, même pour l'époque. J'aurais tendance à le penser. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer tout ceci de manière anecdotique. Il se trouve qu'il y avait une compagnie qui s'appelait Buena Vista Visual Effects. C'était une compagnie qui était ouverte par Disney, qui était spécialisée dans l'idée de réaliser des effets spéciaux. Et c'est des effets très très spéciaux quand on y réfléchit, possiblement. Cependant, l'idée, c'est qu'ils étaient censés être fermés à un moment ou à un autre, parce que c'était un échec d'un point de vue corporate, et qu'ils ont donc décidé de faire de ce film-ci leur dernier truc, et qu'ils ont appris à faire plus de scènes en 3D pour ce film-là que pour l'intégralité des films dont ils ont pu se targuer d'avoir sur le CV, qu'ils ont pu se targuer plutôt d'avoir sur leur CV. J'étais en train d'utiliser le mauvais mot à ce terrible entranchement, cette phrase, dans cette vidéo, et que voilà, je veux dire, quand on regarde des films sur lesquels ils ont œuvré, je veux dire, ils ont travaillé sur Mortal Kombat, la 3D est bien meilleure dans Mortal Kombat que dans celui-ci, ce qui veut dire quelque chose, parce qu'il y avait très peu de 3D, qui était pas terrible, c'était surtout, vous savez, Scorpion, il y a le truc qui sort de sa main, et des choses comme ça. Et qu'ici, vous dites, mais est-ce que c'est une tentative de sabotage? Est-ce qu'on a essayé de foutre la carrière de Carpenter en l'air? Ou est-ce qu'il était incapable de se rendre compte qu'il y avait des prévisualisations, et que ces prévisualisations n'étaient pas censées finir dans le film terminé? C'est d'ailleurs une des théories qui circulent sur Internet sur l'état des effets spéciaux, c'est que Carpenter n'était pas capable de faire la différence entre le premier truc qu'on lui a envoyé et le produit fini qu'il a intégré dans son film en disant que c'était pourri, et j'aurais tendance à penser que quelqu'un d'autre, genre les producteurs exécutifs, se seraient sans doute rendu compte de cette connerie, donc je pense que c'est pas la plus valide des théories sur la qualité des effets spéciaux dans ce film si particulier. Donc, dans le film, grosso modo, le scénario, c'est que quelqu'un a volé le pointeur, un système qui s'appelle l'arme de Damoclès, qui permettrait d'utiliser un rayon EMP afin de désactiver à distance les effets électriques des pays que décidément on aurait envie de les attaquer de l'hyperespace. C'est un peu une version, vous savez, du programme Star Wars de Reagan, et que ça se passe dans une époque où, certes, le contexte est drôle, parce que vous savez, la côte ouest, les acteurs sans l'industrie d'Hollywood, ça donne des freaks qui sont dans la rue avec les visages tout tirés comme ça, et qu'il y a des gangs et ceci et cela, que bref, c'est un riche terreau, ça aurait pu être un espèce de truc à la Warriors ou ceci sous là, et ça finit comme la version corporate d'Escape from New York qui a été intégralement réalisée
réalisés dans des décors où, les matte paintings sont jolis, Buena Vista Visual Effects, ils savaient faire j'ai failli dire Social Club, des Buena Vista Special Effects, ils savaient faire des incroyables matte paintings, ça fonctionnait assez bien. Vous avez probablement les pires scènes de green screen de l'histoire du cinéma, ça ressemble à ça, le moment où Peter Fonda et Kurt Russell sont en train de faire du surf. Avec les pires effets de green screen de l'histoire de l'humanité, et Steve Buscemi qui est genre sur un plan qui est totalement en 2D, totalement hideux à regarder, et vous dites, oui, on comprend que les effets spéciaux n'ont pas réellement vieilli, ils ont essayé de faire du spectacle. Oh, Carpenter n'est pas réellement capable dans le domaine du spectacle, j'ai déjà pensé que c'était probablement l'un des réalisateurs les plus acclamés dans le domaine de l'action, qui n'était pas réellement capable de filmer de l'action, mais plus de l'atmosphère, c'est ce qui fait d'ailleurs son incroyable qualité contemplative dans des films comme The Thing, où quelque chose d'atroce se passe à l'écran et les gens... Ok, il faut qu'on le voit, ok, il faut qu'on le voit, ok, il faut qu'on le voit, l'effet spécial est dans le shot, voilà, c'est super, et des choses comme ça. Tandis que dans le domaine de l'action, ça donne ça, il y a une scène de course-poursuite où Kurt Russell est en train de casser la gueule sur des gens qui sont dans des pick-up trucks, et que on dirait des enfants qui sont en train de faire une scène Indiana Jones, vous savez, où ils ont plusieurs boîtes, où ils ont mis des roulettes dessous, et que décidément quelqu'un est en train de les traîner avec une corde super lentement, ils sont là sur leur caméra, ça ressemble à ça. Nobody rolls into town and disrespects me. Remarquez que Kurt Russell à 45 ans, il fait encore l'effort de sauter d'un pick-up truck à l'autre, et de donner les coups, et de ceci et cela, et que, encore une fois, les pires effets de green screen de l'histoire du cinéma, comme cet incroyable effet où soudain, il saute sur les pick-up trucks avec son incroyable chopper Harley Davidson, et ça donne ceci. Je vous dis, on a fait beaucoup d'efforts dans le domaine de la création de 3D, de green screen, des effets pour faire le blending et tout ça, et qu'à l'époque, ça n'existait toujours pas. Donc voilà. Alors, vous avez des performances d'acteurs, on va les mentionner à un moment ou à un autre, parce qu'après tout, c'est assez poli. Il y a donc évidemment Kurt Russell dans le rôle de Snack Plissken, et Jay Langer dans le rôle de Utopia. Alors ce n'est pas quelqu'un que je connais particulièrement, mais il faut admettre ceci, c'est probablement une actrice de télévision américaine de nos jours, parce que c'est un bon pari à faire. Si vous avez été au cinéma, vous avez toujours du rôle à la télé, il semblerait. Vous avez George Coraface, j'imagine que c'est comme ça que ça s'appelle, ça s'appelle pas George Coraface. Cependant, je sais que c'est un acteur de cinéma, mais aussi de télévision, qui est connu par exemple par Chez vous, j'ai fait un effort sur IMDb, par Alex Santana, le négociateur, ce genre de série télé qui passe à 3h du mat sur TV Breitsch. Vous savez, la télévision bretonne, me semble-t-il, Spot TV Breitsch. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce, sinon je vais avoir évidemment des nationalistes bretons sur la gueule, et Ubisoft, et nanani, et nanana. Toujours est-il que voilà, vous avez aussi des incroyables guest stars, comme Cliff Robertson, dans le rôle del Presidente des Estados Unidos d'América, et qu'il est un peu genre, c'était le type qui jouait, Oncle Ben, pas le personnage sur les boîtes de riz, mais bel et bien, le Oncle Ben de Peter Parker dans le Spider-Man de Sam Raimi. On arrivait à faire rimer quand même boîte de riz et Sam Raimi, si ça c'est pas un putain d'effort. Donc, et vous avez aussi Pam Grier dans le rôle de... Une époque c'était un homme, mais maintenant c'est une femme. Alors elle parle avec une voix comme ça. Et vous avez aussi une scène qui marche dans le film. Alors il faut dire aussi que les scènes font toute la même durée dans le film, donc certaines fonctionnent, certaines ne fonctionnent pas. Et je sais pas si vous avez déjà essayé, vous pouvez mettre votre DVD dans votre PC, vous ouvrez VLC, si vous avez une timeline avec la structure de où sont les chapitres, parce que généralement les chapitres coïncident avec la suite de cette incroyable idée de sauter d'un chapitre à l'autre. Et dans ce film-là en particulier, ce qui me fait penser que la structure est pas terrible, l'intégralité des scènes font la même durée. Donc il n'y a pas de moment où on respire, tout va au même rythme, mais vu qu'on sait que Carpenter n'est pas doué dans le domaine de l'action, ça vous donne beaucoup de séquences d'action qui se suivent et qui se ressemblent, et ce n'est pas exactement un roman, c'est plus un récit picaresque. Je ne sais pas si vous comprenez la différence, mais ça veut dire qu'il y a plein de petites vignettes, soi-disant humoristiques, soi-disant ceci, et ensuite, c'est un peu une histoire qui est racontée par un enfant de 3 ans, et ensuite, Snake qui va sous l'eau, et ensuite, Snake qui va sur une île, et ensuite, Snake qui se bat contre des gens, et ensuite, Snake qui lui arrive ceci, et ensuite, Snake qui rencontre un
ami. Et ensuite, Snake, il fait cela. Et ensuite, Snake, il doit jouer au basket. Et ensuite, Snake... Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient très vite très chiant et on sent que c'est un scénario qui n'était pas terrible à la base et qu'on se demande ce qui est arrivé, en gros, à la période d'écriture. Est-ce qu'ils ont tous bu énormément de bons Jack Daniels et du whisky, du sour du Tennessee et que ça a fait donner un résultat comme celui-ci? On a fait rimer sour du Tennessee avec... Non, c'était pas terrible. Toujours est-il que voilà, on est dans une situation où vous avez aussi évidemment, voilà, Bruce Campbell. Voilà, disons Bruce Campbell et restons-en là. Bruce motherfucking Campbell, et qu'il est ici dans le meilleur rôle du truc. Il se retrouve être le chirurgien général de Los Angeles. Vous savez, c'est un peu comme le chef de la médecine. Ils ont des systèmes comme ça en Amérique, et que le chef de la médecine de Los Angeles, c'est évidemment un chirurgien esthétique, et qu'il fait le tour de la chose, et il ressemble à ça. What a beautiful blue eye. Shame he only has one. Nurse? Still? One eye is better than none. Si ça, c'est pas une performance de Bruce Campbell, c'est encore mieux quand il joue Ronald Reagan dans Fargo. Toujours est-il que voilà, vous avez un film n'est pas réussi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas réussi? Parce que c'est précisément le même scénario, donc vous connaissez l'histoire, que c'est moins bien réalisé, donc ça vous fait chier, qu'en plus les performances d'acteurs, à part Kurt Russell, sont de diverses qualités variables, disons ça pour être poli, que les effets spéciaux sont pourris, et qu'en plus, le tout finit avec une fin très satisfaisante qui n'arrive pas à sauver le film malheureusement, ou décidément il se passe quelque chose que je ne vais pas aller vous spoiler, mais que décidément c'est quelque chose, vous pourriez avoir envie de voir ce film uniquement pour la fin, tout en sachant que le chemin que vous ferez pour y arriver ne sera pas particulièrement satisfaisant. Alors est-ce que j'ai d'autres faits qui sont intéressants à vous dire sur tout ceci? Voilà, la phrase « Ce film ressemble à un jeu vidéo » a été inventé pour ce film, et pour diverses raisons. C'est que, voilà, les graphismes sont grosso modo à ce qu'on pourrait s'attendre de voir d'une cinématique PlayStation 1. Ce n'est pas une insulte, c'est bel et bien un constat. Et que voilà, je veux dire, ce n'est pas réussi par les incroyables qualités esthétiques que la chose pourrait avoir, que le cinéma, selon Carpenter, ici semblerait se limiter à beaucoup de plans, qui n'ont pas de point de fuite, où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en train de filmer Kurt Russell là à là, directement pour lui donner un côté à la John Wayne, alors qu'il est trop petit pour avoir ce côté à la John Wayne, vous savez, le monde tourne autour de lui parce qu'il est grand et qu'il est large et tout ça, bref, ce n'est pas un film réussi. Et il faut aussi remarquer que c'est précisément le même film qu'Escape from New York, donc je trouve ça intéressant de voir que on peut prendre la même structure, mais si on fait pas assez d'efforts pour la différencier d'une version à l'autre, on se retrouve avec un résultat qui est caduque. Mais il faut aussi dire que il y a des qualités, dans ce film. Si vous aimez les mauvais effets spéciaux dignes des productions de l'Asylum, vous savez, c'est des très mauvais films, genre Transmorphers et tout ça, vous pourriez y trouver votre goût, vous pourriez y trouver votre plaisir, même s'il est un peu pervers, vous pourriez y trouver votre plaisir, et que si vous aimez la musique de film, qu'on dirait que ça a été fait avec, vous savez, de l'harmonica, et que c'est une version grosso modo country de ce qui se passait, parce que je vous le rappelle, John Carpenter voulait faire des films de cow-boy. Il n'a pas pu faire des films de cow-boy, mais c'est là qu'il se rapproche le plus avec ça et Vampires, et que, sans doute que Vampires est meilleur, mais ensuite c'est, vous savez, la lente descente aux enfers qui passe par Ghost of Mars, et il a fait un bon téléfilm à une époque, je sais pas pourquoi j'en parle comme ça, mais toujours est-il que c'est le cas, et qu'il y a de la musique de Shirley Walker et John Carpenter. Alors Shirley Walker, on ne connaissait sans doute pas ce nom, mais c'est le nom de l'une des plus grandes compositrices du cinéma, c'est celle qui a fait le plus d'OST, en quelque sorte, d'original soundtrack pour des films, et comment d'accord, elle a travaillé sur des Final Destination 1, 2, 3, des trucs comme ça, mais qu'elle a aussi travaillé sur Batman, Mask of the Phantasm, et la série télé Batman animée. Donc il faut se dire que si jamais vous avez besoin de faire votre, comment il s'appelait, Danny Elfman pour pas cher, Shirley Walker saura le faire, sauf qu'elle ne sait plus le faire parce qu'elle est malheureusement morte, mais bon, voilà, toujours est-il que c'est un film qui est mauvais, c'est pour ça qu'il est intéressant, parce que ça aussi c'est possible, il y a des films qui sont tellement ratés qui vous donnent une idée de ce que c'est un film réussi, simplement parce que vous pouvez voir qu'il n'y est pas dans la structure, ce truc est en train de se casser la gueule. Cependant, je pense que c'est une meilleure moyenne phonique entre le fait que j'ai envie de porter un masque cette année et le fait que décidément les gens doivent encore regarder les vidéos. Dans le prochain épisode de Critique en Cinémascope, je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai, mais je ne sais certainement pas, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le découvrir, et j'essayerai que ce soit intéressant, et ça même, si c'est pas un film qu'il est réellement. Et ce sera dans le prochain épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui, comme vous le savez certainement, s'appelle Critique en Cinémascope.